Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Alors nous allons continuer notre aventure avec Platon et avec l'histoire de la conscience non locale. Le thème de l'émission s'intitule La conscience non locale et le point d'Archimède. Et oui, on va essayer de parler en langage moderne de la philosophie platonicienne et vous allez voir qu'en fin de compte, la spiritualité occidentale peut être récupérée lorsqu'on comprend la structure de pensée de la philosophie platonicienne, donc socratique également, et cela jette un pont direct avec la spiritualité orientale, celle de l'Inde en particulier, par exemple avec l'hindouisme ou les tantras, et cette conscience non locale est présente dans les textes de Platon, comme elle est présente dans les textes du tantrisme et de l'hindouisme. On commence par une présentation qui est une allégorie, une métaphore sur le sujet dont on va parler. C'est Alice au pays des merveilles. Tout le monde connaît les aventures d'Alice qui plonge dans un terrier pour découvrir ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Habituellement, on lit ce récit comme une incursion dans un monde imaginaire et onirique où toutes les lois habituelles sont abolies. Je vous invite aujourd'hui à suivre ce récit, cependant la lecture en sera inversée. Une lecture gnostique, non pas celle qui postule un démiurge maléfique, créateur d'un univers mauvais, mais celle du chemin d'Éleusis, qui mène à l'illumination et au salut. La voie d'Éleusis, Hiéra-Odos, voie sacrée textuellement, en grec, est l'autre nom de la méthode philosophique de Socrate. Le chemin d'Éleusis, la voie d'Éleusis, Hiéra-Odos, c'est la dialectique même de Socrate. Elle vise à délivrer méthodiquement les âmes de l'emprise de la matière pour qu'elles regagnent leur source céleste. Cette voie sacrée quitte les rivages du monde sensible afin que l'âme s'élève vers la contrée spirituelle de l'Olympe, demeure de Zeus et des divinités. C'est une marche fondée sur le « connais-toi toi-même », une gnose qui éveille la conscience à sa propre nature. En ouvrant les yeux, l'âme réalise que le seul démiurge tyrannique est sa propre ignorance. C'est cette ignorance qui crée les chaînes de notre prison mentale, ce qu'on appelle la caverne platonicienne, et nous enferme dans cette caverne profondément. Donc sortir de la caverne, c'est une gnose. C'est une voie gnoséologique, forcément eschatologique aussi, de l'illumination et du salut. D'où le soleil intelligible qui se tient en dehors de la caverne dans ce même mythe. Et donc la voie d'Éleusis est pavée d'illumination et de révélation. Oui, la philosophie est spirituelle dès son apparition, que ce soit Pythagore ou Platon. Eh bien, on trouve ça dès le départ. La philosophie a été déspiritualisée. Et c'est devenu juste un outil intellectuel. Donc, tentons de faire revivre cette spiritualité en temps moderne, autant que faire se peut, bien sûr. Le philosophe socratique devient alors un voyant, ce qu'on appelle un rishi dans les textes hindous. Un voyant. Il contemple directement la source de toute chose. Tel un yogi, au sens noble du terme, il comprend la nature des phénomènes et surtout la nature de sa propre conscience. On commence notre aventure avec la chute dans le terrier. Bien sûr, d'Alice au pays des merveilles, c'est ce qu'on va appeler la métempsychose dans les textes philosophiques. La métempsychose est le terme philosophique pour parler du voyage de l'âme, qui équivaut à la conscience dans notre nomenclature moderne, d'une forme à l'autre. C'est ce voyage qui passe d'une forme à l'autre. C'est le déplacement de la conscience entre les mondes, la corporalisation de la conscience en une forme qui lui correspond entièrement.
L'information engrammée dans la conscience s'organise en matière sensible, puisque toute forme visible est l'image perceptible de la qualité de conscience qui la sculpte. Chez Platon, information, formalisation, formulation et forme sont un seul élan. Pour exprimer cette idée, le terme technique pourrait être l'idioplastie. C'est un terme construit sur le grec idios, soi-même, propre à soi, et plasein, moulé, sculpté, comme plastique. C'est l'idée que l'organisme physique est sculpté directement par les particularités de l'être psychique qui l'habite, car pour Socrate et Platon et les néoplatoniciens, la psyché, l'âme, la conscience, existe bien avant la formalisation de la matière et des corps. La conscience entame une idioplastie, sculptant la matière pour qu'elle devienne le reflet exact de son évolution intérieure, son état de conscience. La ronde des consciences au sein de l'univers impalpable et palpable, l'équivalent du samsara, est ce que nous nommons aujourd'hui incarnation et réincarnation. Le terme incarnation est problématique dans la mesure où l'on conçoit quelque chose qui se nomme conscience, entrer dans quelque chose d'étranger et extérieur à elle, le corps. Dichotomie, hein ? Cette dichotomie n'existe pas chez Platon, ni chez les néoplatoniciens. La matière dense est information organisée, structurée et ordonnée par le démiurge. Les consciences sont là où elles doivent être, car elles résonnent avec la qualité de matière avec laquelle elles entrent en sympathie. C'est pour ça que le terme métempsychose est plus précis par rapport au terme de réincarnation ou incarnation. Métempsychose, c'est ce voyage de la conscience entre les mondes ou à travers les mondes. Le terrier d'Alice est justement l'entrée du monde des formes où nous habitons. Habituellement, on pense que le terrier mène à l'imaginaire. Dans cette lecture, c'est l'inverse. L'âme, la conscience, c'est Alice. Elle vit en haut, sur la berge ensoleillée, le monde intelligible, la conscience non locale. Soudain, elle tombe dans le terrier. C'est la chute dans la matière, la naissance dans un corps physique. C'est une descente vertigineuse vers un monde lourd, souterrain et étriqué. Le pays des merveilles est ici l'absurdité du monde sensible. Une fois en bas, dans notre monde, Alice se croit éveillée, mais elle est dans un cauchemar logique. Ce monde ressemble au nôtre. Le temps est traqué, le lapin blanc court après le temps, le chapelier fou est coincé dans le temps. C'est la tyrannie de la temporalité, Chronos, qui nous angoisse tous ici-bas. Il y a aussi l'arbitraire du pouvoir. La reine de cœur représente la nécessité brutale, la violence des passions humaines et l'injustice sociale. Qu'on lui coupe la tête, ne cesse-t-elle pas de dire dans ses textes. Il y a également l'instabilité de la forme. Alice grandit, rapetisse, change tout le temps. C'est le monde du devenir de Platon, où rien n'est stable, où tout change et meurt. Nous sommes dans ce labyrinthe. Nous courons après des lapins, des désirs, nous buvons des thés avec des fous, les opinions humaines, persuadés que c'est cela, la vraie vie. Il y a un passage dans la suite d'Alice au pays des merveilles, dans le livre intitulé « De l'autre côté du miroir », et qui confirme terrifiquement ce conte à dormir debout. Alice croise le roi rouge, la conscience qui rêve, qui dort au pied d'un arbre. Tweedledee lui dit, citation, « Il rêve de toi, et si le roi se réveillait,
Tu disparaîtrais comme une bougie qu'on souffle. Pff. Fin de citation. Ça en dit long sur l'affaire. Le roi rouge est la conscience non locale. Alice et nous sommes les personnes rêvées, densifiées par sa méditation. Si la conscience cesse de nous rêver, ou si nous nous éveillons à nous-mêmes, l'illusion de notre petit moi séparé disparaît. Sortir du trou, ce n'est donc pas fuir la réalité, c'est s'éveiller. Et dans ce contexte, se réveiller. La fin du livre, quand Alice se réveille sur l'herbe, correspond la mort physique ou l'illumination philosophique. La fameuse ira audos, la voie philosophique de Socrate. Le moment où l'âme sort du système labyrinthe pour retrouver le vrai soleil. Nous sommes effectivement des Alice qui ont oublié qu'elles dorment. Dans cette lecture gnostique et platonicienne, où le pays des merveilles est le monde matériel, le labyrinthe de la conscience, deux personnages jouent des rôles cruciaux d'archétypes spirituels. Ils sont les aides envoyées par la conscience non locale pour aider l'âme, Alice, à se réveiller. Voici qui ils sont. Le chat de Cheshire. C'est l'intuition et le détachement du logisticon, le mental. Le chat est le seul personnage qui n'est pas soumis aux lois physiques, la pesanteur, la matérialité, ni aux lois sociales absurdes de la reine. Il apparaît et disparaît à volonté. Il est le daimon, le guide intérieur. Il est cette voix de la conscience non locale qui surgit pour nous rappeler que tout le monde est fou ici. C'est comme ça qu'il dit. Il est le seul à savoir qu'il est dans un jeu, un rêve. Il possède ce point d'accès hors du système, hors du labyrinthe. Il a la clé pour sortir du labyrinthe. Il voit le labyrinthe d'en haut, hors du terrier donc. Il est l'idée pure sans matière. Quand il disparaît, il laisse son sourire. C'est une image platonicienne parfaite. Le sourire, l'idée, c'est l'essence, subsiste sans le corps, la matière. Il montre à Alice que la réalité physique n'est qu'illusion transitoire. Le sourire est la trace du monde de la lumière originelle, notre véritable demeure, dans les formes de la matière. Sa leçon, le détachement. Il apprend à Alice à observer la folie du monde sans s'y identifier, avec un sourire ironique et lucide. C'est un peu Socrate là. Ensuite, nous avons le deuxième personnage qui s'appelle la chenille, la fameuse chenille. C'est l'initiateur et la mémoire. Anamnèse. Souviens-toi. La réminiscence. C'est lui. C'est la chenille. Oh, c'est elle. Si le chat est l'esprit aérien, la chenille est le maître de la transformation terrestre. Elle est assise sur un champignon. Je vous laisse réfléchir. Signe de connaissance, le mycélium qui relie tous les points de l'espace et du temps. Elle voit le plan global du monde, fumant le narguilé dans une attitude enivrante. Elle est le gardien du seuil. La question, qui es-tu? La chenille pose cette question constamment à Alice. C'est la question fondamentale de la métaphysique. Alice ne sait pas qui elle est, car elle a changé de taille. Elle est perdue dans le devenir, le changement constant de la matière. La chenille la force à chercher son identité stable, son âme éternelle, au-delà de ces changements physiques. C'est l'appel à l'anamnèse, le souvenir de soi. Sa leçon, la mesure et la métamorphose. Elle donne à Alice le champignon qui permet de contrôler sa taille, la connaissance, n'oubliez pas. Elle lui apprend à maîtriser son rapport à la matière, ne pas se laisser écraser par le monde, ni vouloir dominer par l'ego
mais trouver la juste mesure, c'est-à-dire l'harmonie, pour préparer sa propre transformation. En résumé, le chat est l'œil de l'esprit, qui voit le monde et qui voit que le monde est un rêve. Et la chenille est le processus d'éveil à soi-même et de réminiscence. Maintenant, écoutez bien cette phrase que je vais dire. Elle m'est venue comme ça lorsque j'écrivais cet article, qui est le sujet de cette vidéo. Il est impossible au système de se comprendre lui-même. Il lui faut un point d'accès hors de lui-même pour se voir lui-même. Je répète, il est impossible au système de se comprendre lui-même. Il lui faut un point d'accès hors de lui-même pour se voir lui-même. On va explorer ça. Le fameux trou du terrier, sortir du labyrinthe. Toute tentative d'explication purement matérialiste de l'univers est vouée à l'échec. Oui. Toute. Quoi qu'on fasse, il y a des apories. Quoi qu'on fasse, il y a des impasses. Quoi qu'on fasse. Si l'on considère l'être humain comme purement mécanique, composé d'éléments purement physiques, alors nous sommes dans l'impasse. Le système est fermé sur lui-même. Si vaste soit-il, regardez l'univers, regardez l'intériorité de l'humain, très vaste, il n'y a aucune échappatoire. C'est l'univers où l'être humain n'est qu'un système fermé de matière en mouvement, la cinétique, et énergétique, c'est la vitalité. Il est comme un ordinateur qui essaierait de comprendre son propre code source uniquement en faisant tourner ses programmes. Il peut exécuter des tâches, mais il ne peut pas saisir son pourquoi, ni son architecture globale. Un engrenage ne peut pas comprendre l'horloge. Si nous ne sommes que le système, le fameux labyrinthe de la conscience, le terrier donc, nous sommes condamnés à l'ignorance. Maintenant, je vais essayer de vous montrer qu'il faut un point de sortie. C'est ce que j'appelle la nécessité du point d'Archimède. Bien sûr, c'est une analogie que je suis en train de faire. Archimède disait, citation, « Donnez-moi un point d'appui en dehors du monde, et je soulèverai le monde. » Fin de citation. Il n'est pas dans le monde, hors du monde, pour soulever le monde. Là, on parle de système. Pour comprendre le système, il faut ce point d'appui extérieur, donc hors du système. Il faut s'extraire de la cinétique, le mouvement, et de l'énergie, la vitalité, ce qui compose la matière. Notre propre corps, notre propre psychisme et tout ce qui s'y déploie pour voir le schéma global. Voilà, l'analogie. Archimède avait compris une loi universelle. On ne peut modifier un système en restant prisonnier de sa logique interne. Il a donc formulé la loi physique de la libération spirituelle. La nécessité de l'extranéité. Ah oui, des noms qu'on invente, des noms barbares et tout. Celui-ci, c'est pas de mon cru. L'extranéité, ça vient de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Il faut un point d'appui hors du système pour pouvoir le faire basculer, comme Archimède nous l'enseigne, le point d'Archimède. L'extranéité est le terme philosophique pour désigner le fait d'être étranger ou extérieur à un système. C'est le xénos, qui signifie étranger en grec, que l'on retrouve dans les textes platoniciens, et cet étranger vient enseigner aux Athéniens comment sortir du terrier du pays des merveilles. C'est le xénos, l'étranger, l'extranéité, le point d'Archimède. C'est ce qui permet de faire basculer tout. Platon nous dit que si nous sommes piégés, c'est parce que le maître des illusions, notre ignorance, qui est notre sophiste intérieur, il se raconte des histoires, si vous voulez,
se cache dans l'obscurité du non-être. Attention, je vais tout expliquer. Hein. Qu'est-ce que le non-être? Dans les textes de Platon, bien sûr, hein, on reste là. Le non-être est le lieu du simulacre, ce qu'on appelle le fantasme dans les textes de Platon. Le terme fantasme. Okay, on fantasme sur la réalité. C'est un simulacre, c'est une simulation. Okay, Platon évoque dans son ouvrage Le Sophiste ce point crucial. Le non-être, le simulacre, fantasma est le maître des illusions, le sophiste. C'est un jeu intérieur. Il est là, le sophiste, il est présent chez tout le monde. Le sophiste est un fabricant d'illusions. Il équivaut à notre propre ignorance de nous-mêmes qui se dissimule derrière le non-être, soit des simulacres qui se font passer pour la vérité, le fantasme. On rêve, si vous voulez. Il fabrique des images qui ont l'air vraies, mais qui sont fausses. Le non-être est un relatif à quelque chose dans ce texte. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas vrai. C'est le mensonge, l'illusion, l'apparence, la ressemblance, le simulacre. C'est ça le non-être. C'est-à-dire, c'est là, ça existe, mais c'est du non-être parce que c'est du faux semblant. C'est une illusion, un fantasme. C'est pas la réalité. On est dans nos rêves. On est en train de rêver. On produit un rêve. C'est ça qui est fou. Donc il faut sortir de ce cauchemar de logique. Et le sophiste s'invente des histoires constamment. C'est la structure de la normalité de l'être humain, ça. Ainsi en est-il du pays des merveilles. C'est un tissu d'apparence, du faux semblant, du reflet dans le miroir qui prétend être le reflet et la personne réelle. À l'inverse, Platon décrit le philosophe dans ce même texte. Donc l'âme libérée, c'est l'équivalent, la conscience libérée, comme celui qui se tient dans une région si lumineuse qu'elle en devient invisible aux yeux habitués à l'ombre. Et là, c'est le parallèle avec le mythe de la caverne. Celui qui sort de la caverne est ébloui par la vérité, ébloui par le soleil, il faut qu'il s'habitue, un temps d'adaptation. Le travail de l'étranger, du xénos, est de nous apprendre à distinguer le reflet trompeur, le fantasme, de la réalité véritable, transformant la chute dans le terrier en une ascension vers la lumière. C'est ça, le travail du xénos, de l'étranger, du point d'appui, de ce qui est étranger au système, le point d'Archimède, le voyant, le philosophe, tel que Socrate l'entendait. Donc, c'est ça le non-être, c'est un fantasme. C'est là, ça existe, mais c'est du non-être, ça n'existe pas en vérité. L'illusion. Dans le sophiste, l'étranger explique pourquoi il est si difficile de sortir du terrier, le monde des apparences donc, et de voir le philosophe, celui qui est dehors du système, en dehors. Je vais vous faire une citation en vous faisant un partage d'écran. Voici, on en est là. Le sophiste, au contraire, s'enfuit dans l'obscurité du non-être, donc dans le fantasme, et attaché à celle-ci, se camoufle, et c'est cette obscurité qui le rend difficile à percevoir. L'étranger, le philosophe, lui, qui par la pensée s'attache toujours à l'idée de l'être, est aussi difficile à voir, mais pour une raison inverse. C'est l'éclat de la région où il se tient qui éblouit les yeux de l'âme, car les yeux de l'âme vulgaire sont incapables de soutenir la vue du divin. Ça rejoint fortement le mythe de la caverne. Voilà. Ok, fortement. On continue. Hein. Vous allez voir vers où ça nous emmène, ces associations d'idées. C'est tout le mythe de la caverne de Platon et de l'éblouissement de la vie du soleil qui se trouve hors de la caverne. Le point d'Archimède, c'est hors de la caverne. C'est le soleil intelligible. Tant qu'on est dans le système de la caverne, on ne comprend rien aux ombres. Le point d'accès extérieur, c'est la sortie vers le soleil.
C'est également tout le sens de la conscience non locale. Le cosmos est le système, notre psychophysique, c'est-à-dire notre psyché et notre corps. C'est également dans ce système. Pour comprendre cette matière maintenant psychocosmique, c'est-à-dire que notre corps s'inscrit dans le cosmos, qui est le cosmos également la caverne, le terrier, on appartient à ce monde dont le mouvement cinétique et énergétique, il faut être le point d'Archimède, la demeure de la conscience qui le génère et qui est hors du temps et de l'espace. Oui, parce que ce point hors du système doit être hors du temps et de l'espace, puisque le mouvement spatio-temporel est ce qui structure le système. C'est le labyrinthe de la conscience. Ce point existe-t-il? Et si oui, pouvons-nous y avoir accès? L'être humain est un paradoxe vivant, car il est le seul système qui contient son propre dehors. C'est fou quand on y réfléchit. Par notre corps, ce qui le meut, nos émotions et nos désirs, nous sommes enfermés dans le système. Cinétique et vitalité. Par notre logisticon, c'est-à-dire notre intellect, notre étincelle divine, notre intellect pur, notre conscience réflexive, nous avons un pied hors du système. Le logisticon est cette part enfouie dans le sensible, les sensations, les plaisirs, les émotions, les désirs, le mouvement interne et externe, et qui a la capacité de voir hors de la matière. Cependant, lorsque le logisticon pense qu'il est le système, donc le labyrinthe, car il s'identifie aux choses qui sont dans ce labyrinthe, alors la raison tourne en rond et ne voit aucune issue. C'est la raison résonante, une prison mentale parce qu'elle est séquentielle et fragmentaire. Elle coupe le réel en petits morceaux pour l'analyser. Elle pense atteindre le tout à travers la logique fragmentaire. En récoltant les morceaux, elle pense saisir le tout et en comprenant le système de cette manière, elle pense ainsi se connaître elle-même. Elle s'est identifiée au système-là. Elle tourne en rond, tourne dans cette boucle-là. Cette logique discursive qui fonctionne en système fermé est dite arithmétique par Platon. L'arithmétique se fonde sur le calcul, le quantifiable, le mesurable. Fragmentation, analytique, vous reconnaissez bien notre monde d'aujourd'hui, notre façon de penser. Elle aligne des arguments comme des nombres. 1, 1, 1, oui, c'est arithmétique tout ça. Elle a besoin du temps, c'est-à-dire concevoir un séquençage du temps pour comprendre la totalité. Tac, 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 elle aligne des chiffres, des mesures. Tout ce qu'on fait, c'est le règne de la mesure et du quantifiable. C'est ce qu'on fait, arithmétique. Elle ne peut pas saisir la totalité d'un coup. C'est pas possible, puisqu'elle doit aligner des chiffres et elle a besoin de temps pour faire ça. Elle doit calculer le résultat en passant d'une prémisse à une conclusion. Temporalité. La logique arithmétique, dénoncée par Platon, se retrouve dans la logique algorithmique de noms contemporains. Voici comment reformuler en langage moderne la philosophie de Platon. Si lui parle de logique arithmétique qu'il dénonce, pour nous, c'est algorithmique. Regardez un ordinateur, c'est algorithmique. Toute notre technologie est algorithmique. Toute notre façon de traiter l'humanité est algorithmique. Traiter les problèmes est algorithmique. Séquençage, analyse, déposer les nombres, on quantifie, on prend des décisions en faisant une prémisse, ensuite une conclusion. Même la philosophie est algorithmique de cette manière-là. Ok. Platon nomme cette raison cloisonnée sur elle-même dianoia. C'est la raison résonante, la réflexion qui se pense elle-même. Mais en boucle fermée là. Elle fonctionne par déduction logique à l'intérieur du système. Elle réduit le réel
à des morceaux de briques élémentaires, à un ensemble fragmenté qu'il faut ensuite recomposer. La raison résonante est intrinsèquement matérialiste, car elle spatialise la conscience. Un objet d'étude. Comme Dieu est devenu un objet d'étude. Le fantasme, on y est. Oui, l'algorithme, c'est du sophisme, c'est un fantasme. Fantasma, le maître des illusions est là. Le fait de penser le temps ou la conscience comme s'il s'agissait d'espace ou d'objets montre que le sophiste règne sur la scène de notre monde actuel. Vous comprenez maintenant le lien qu'il y a à faire avec le maître des illusions, dénoncé par Platon l'étranger dans le texte Le Sophiste. Le maître des illusions agit tant en nous-mêmes qu'à travers chaque personne que l'on rencontre. C'est une construction sociale qui n'a rien à voir avec notre propre nature et notre essence. Ce n'est pas nous, mais on nous fait croire que c'est nous. On s'identifie au système. On est ça. Donc on s'identifie à ce système-là, et quand on se présente d'une manière algorithmique. CV, algorithmique. Tac, tic, tac, tac, le séquençage du temps, analyse, mes compétences, blabla. Quand on se présente aux gens, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Hop, séquençage du temps, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, pourquoi, mes passions, mes désirs, on s'identifie, mes émotions, ce qui me fait vibrer, mes hobbies, machin. Le monde est fabriqué par des sophistes pour des sophistes. En ce sens, notre monde est pensé par des sophistes et pour des sophistes. La dianoia, cette raison résonante, diffère de la raison ouverte à la dimension supérieure et où réside le supraconscient, dénommé noesis par Platon. Supramental, supraconscient, noesis. Voilà. Le soleil intelligible, si vous voulez. L'intelligence ouverte est intuitive, noesis, donc elle ne fonctionne pas dans un système fermé. Cette dianoia est ouverte sur la noesis. La raison est ouverte sur un mystère intérieur. Elle voit par-delà les apparences et se poste sur le point d'Archimède, la noétique, la noésis. Maintenant, tout ça, c'est philosophique. Je vais vous donner des exemples concrets pour que cela soit plus clair. Premier exemple. Un chimiste peut décrire la formule du sucre. Il peut vous faire un cours de 3 heures sur les liaisons atomiques du saccharose. C'est le système clos du langage et des définitions. L'intuition, l'intellect ouvert ou la noésis, le point d'Archimède, est dans cet exemple le goût. Si vous n'avez jamais mangé de sucre, toutes les formules du chimiste sont inutiles. Elles sont une prison de papier. La description du sucre n'explique pas l'essence du sucre. Pour connaître le sucre, il faut le mettre sur la langue. La seconde où vous goûtez, vous savez tout du sucre, sans avoir besoin d'aucune formule. C'est cela l'expérience directe, l'intuition, la noésis, la vue globale du système, le point d'Archimède qui soutient le cosmos. Deuxième exemple. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un jeu vidéo et que vous êtes l'un des personnages. Vous pouvez courir, sauter, attraper des objets. Vous connaissez les règles du jeu. Si je tombe dans ce trou, je perds la vie. Mais tant que vous êtes le jeu, vous ne pouvez pas répondre aux questions les plus importantes. Qui a créé le jeu? Comment le jeu a-t-il été codé? À quoi ressemble la console ou l'ordinateur qui fait tourner le jeu? Pour répondre à ces questions, il faudrait sortir de l'écran. Il faudrait être le joueur qui tient la manette dans son salon. Ou mieux encore, le programmeur qui a écrit le code. Le système, c'est le jeu vidéo. Ou dans la vraie vie, c'est notre monde matériel, notre corps, notre cerveau. Si on reste coincé dedans, on ne peut pas comprendre comment tout cela fonctionne vraiment. Le point d'accès hors de lui-même, c'est le lieu où se tient le joueur ou le programmateur.
C'est une position à l'extérieur qui permet de voir l'ensemble du jeu d'un seul coup d'œil. Pour vraiment comprendre une chose, un système, un jeu, l'univers, il ne suffit pas d'être dedans. Il faut trouver un moyen de le regarder de l'extérieur. Troisième exemple, l'extranéité dont on a parlé précédemment. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un immense labyrinthe dont les murs mesurent 3 mètres de haut. Tant que vous êtes à l'intérieur, que voyez-vous? Vous voyez un bout de couloir, un mur, un virage à gauche, un cul-de-sac. Vous comprenez les règles locales, je peux avancer, je suis bloqué. Mais vous êtes incapable de savoir si le labyrinthe est carré ou rond. Où se trouve la sortie? Ou à quoi ressemble le dessin global? En restant à l'intérieur, vous ne pouvez jamais dessiner la carte complète du labyrinthe. Maintenant, imaginez quelqu'un qui survole le labyrinthe en hélicoptère ou en drone. Depuis ce point de vue extérieur, il voit tout instantanément. La forme globale, l'entrée, la sortie, le chemin parfait pour y arriver. Celui qui est dans le labyrinthe, le système, ne peut pas le comprendre dans son ensemble. Il a absolument besoin de la vue d'en haut, le point d'accès extérieur, pour saisir la structure dans laquelle il se trouve. Voici le point d'Archimède, la noésis, et c'est une logique non algorithmique. On va explorer maintenant l'idée de l'algorithme en profondeur et le non algorithmique. La logique algorithmique, donc arithmétique dans le sens platonicien, est une suite finie d'instructions précises, une recette que l'on peut suivre aveuglément pour arriver à un résultat. Un ordinateur est une machine algorithmique. Il manipule des symboles, des 0, des 1, le code binaire, selon des règles syntaxiques strictes, sans jamais savoir ce que ces symboles vraiment signifient. Il suit le code, basta. Quant à la logique non algorithmique, elle consiste en la capacité de saisir le sens, la vérité ou l'essence d'une chose de manière directe, sans passer par une série d'étapes logiques. C'est l'intuition intellectuelle, autre nom de la noésis. C'est le Eureka d'Archimède, lorsqu'il a découvert cette fameuse formule qu'il cherchait tant. C'est voir la solution d'un problème géométrique d'un seul coup d'œil, avant même de pouvoir la démontrer par étapes. Au XXe siècle, un mathématicien de génie a établi un théorème qui reprit la distinction platonicienne de dianoia, système de logique fermé sur lui-même, et celle de noésis. C'est un argument fort sur la nécessité de la compréhension non algorithmique. Il s'agit des théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel, 1931. Sans entrer dans la technique, voici ce que cela implique pour notre sujet. Gödel a prouvé que tout système logique complexe comme les mathématiques, il existe des énoncés qui sont vrais dans le système, mais qui ne peuvent pas être prouvés à l'intérieur de ce système en suivant ses propres règles algorithmiques. Pourtant, nous, êtres humains, pouvons comprendre que ces énoncés sont vrais en sortant du système, en les regardant à l'extérieur grâce à une intuition mathématique. C'est le terme utilisé par Gödel et par d'autres mathématiciens de génie. Sortir de ce système. Conclusion hypothétique du physicien Penrose. Si l'esprit humain peut voir des vérités qu'aucun algorithme ne peut atteindre, alors l'esprit humain, dans son essence ultime, n'est pas un ensemble de compus, de calculs complexes, de matière physique. La conscience a accès à un hors-comput, de vérité située hors de l'étendue physique et du temps d'une manière non computationnelle. Bien sûr, Penrose pose cet argument comme une hypothèse, elle reste donc à vérifier.
Mais c'est ça le point d'Archimède. Démontré, prouvé par Gödel et proposé dans une hypothèse sur la conscience par Penrose. Ok. La compréhension non algorithmique est cette capacité de voir le vrai au-delà de ce qui est démontrable mécaniquement. Ce que Gödel et d'autres grands esprits comme le mathématicien Poincaré ou Penrose appellent l'intuition mathématique, c'est la noesis, est la manifestation directe chez l'être humain de ce que moi-même pointe du doigt, à savoir le point d'Archimède, la sortie du terrier, la conscience non locale. Pour Gödel, les mathématiques ne sont pas juste un jeu d'écriture où l'on manipule des symboles selon des règles, ce qui serait purement algorithmique. Il croyait que les vérités mathématiques existent objectivement dans un monde abstrait et que l'esprit humain a la capacité de les percevoir directement à l'image de celui qui goûte le sucre et comprend instantanément sa nature. C'est le parallèle, c'est l'équivalent. Le système formel, c'est algorithmique. C'est la boîte des règles logiques. Si vous êtes enfermé dedans, vous ne pouvez prouver que ce que les règles permettent. C'est notre conscience locale. L'intuition, le non algorithmique, donc la noesis, la conscience non locale, c'est la capacité de l'esprit à sortir la tête de la boîte pour voir qu'un énoncé est vrai, même si les règles à l'intérieur de la boîte ne permettent pas de le démontrer. Théorème d'incomplétude de Gödel. Pour Gödel, l'intuition n'est pas une vague impression sentimentale. C'est une perception directe de la vérité, c'est une perception de l'esprit sur les vérités objectives mathématiques. Elles existent en dehors du système, en dehors du terrier, en dehors du labyrinthe, en dehors de la boîte, en dehors de tout système computationnel. Traduction, extranéité, c'est un étranger, exenos, et ça existe pour ces mathématiciens-là. Une vision directe de la totalité du système. Une perception immédiate, goûter le sucre. Il n'y a pas plus, disons, logique dans le système des logiques que les mathématiques. Et pourtant, ils arrivent à... Il y a une sortie du terrier, tiens, étrange. Elle est d'ordre intuitive, intellection. L'intellect intuitive. Ok. C'est une perception directe de la vérité, un contact immédiat avec une réalité abstraite. Et en ce sens, l'abstrait peut s'entendre comme l'extraction de notre conscience du labyrinthe. En d'autres termes, il existerait une sortie à notre système de logique, à notre univers, au monde matériel, et elle se situe en nous-mêmes. La conscience localisée dans notre corps s'ouvre à une conscience non locale, non algorithmique, et qui observe notre vie et l'univers entier en un seul regard. C'est ce que cela signifie. Dans le Timée de Platon, le démiurge ne crée pas l'univers comme une machine morte. Il crée d'abord une âme immense, ce qu'on appelle l'âme du monde, tissée dans la structure même de l'univers. Cette âme n'est pas située quelque part, localisée, comme dans un cerveau. Elle est étendue partout, du centre jusqu'aux extrémités du ciel, et dans notre langage moderne, jusqu'à l'extrémité de l'univers. C'est ça que ça signifie. Elle enveloppe le monde physique dans son entier. C'est la dimension de cette âme. N'oubliez pas que le terme âme, c'est conscience pour nous aujourd'hui. Elle permet la connaissance instantanée. Comme l'âme du monde touche à tout, elle sait tout ce qui arrive sans avoir besoin de voyager puisqu'elle n'a aucune distance à parcourir, parce qu'elle est le non local. Le point A et le point B, il y a une distance. Il faut parcourir cet espace entre deux. Situé
dans son propre espace intérieur. Cet espace, cette distance entre A et B est située à l'intérieur de l'âme du monde, à l'intérieur de cette conscience, si vous voulez. Elle n'a nul besoin de parcourir la distance car elle contient A et B. Non locale, elle voit A et B en elle-même. Elle voit tout d'un coup. C'est ce qui est dit dans le Timé quand on lit correctement. Quand on traduit ça en langage moderne, c'est ce qu'on voit. L'espace, les distances, les étendues, le temps, sa dilatation, sa contraction, la vitesse de la lumière, tous ces phénomènes se jouent à l'intérieur de l'âme du monde. La matière évolue à l'intérieur de l'âme du monde. Et c'est une conscience, n'oubliez pas, non locale. En d'autres termes, la matière sensible se trouve enroulée dans un système circulaire, un immense vortex universel, et qui condense les idées platoniciennes de manière à les rendre solides. C'est ce qui est montré dans le Timé. Là, j'explique en langage moderne, contemporain. La ronde cosmique se structure à l'intérieur de l'âme du monde, et c'est le logisticon cosmique qui a la charge de moduler cette matière intraconsciente, comme les éléments d'un rêve se situent à l'intérieur du rêveur. Le logisticon démiurge module la matière intraconscience comme une méditation guidée, avec des mesures harmoniques et géométriques. Il projette sur son propre espace vierge intérieur un écran blanc dans sa propre conscience. Les informations afin que l'âme du monde puisse les déployer de manière géométrique dans son intériorité. L'information est supralumineuse, des milliards de flashs à la seconde. Elle dessine alors le scénario qui se déroule sur l'écran blanc. Ainsi, l'âme du monde s'observe elle-même à travers un film onirique, intraconscient, et chaque cellule du monde joue une pièce de théâtre finement agencée. Alice se voit dans son propre rêve, comme la conscience locale est le rêve de l'âme du monde. L'âme du monde équivaut à la conscience non locale. Quant à l'acteur de la pièce, il s'agit de la conscience locale. Il faut bien s'imaginer la chose dans le Timé. La matière solide, l'univers dans son ensemble, évolue à l'intérieur de la conscience non locale. Il y a une conscience qui englobe l'univers. Cet univers est rêvé et agencé par cette conscience non locale, et elle s'observe elle-même à travers cet espace intérieur, comme le rêve est observé à l'intérieur du rêveur. C'est l'équivalent. Le rêve se situe à l'intérieur du rêveur. Quand on se réveille, on sait qu'on est arrivé et on a une visualisation de l'ensemble du rêve. On voit tout d'un seul coup. Le paysage, les acteurs, le scénario et tout. Mais quand on est à l'intérieur, on sépare. Le paysage n'est pas l'acteur. L'acteur n'est pas le scénario. Le scénario doit avoir un défilé de un certain temps qui crée un récit. Vous voyez ? Mais tout ça est perçu de manière simultanée par le rêveur. Conscience non locale. Cette conscience qui s'observe dans un rêve est non locale. C'est nous. Le parallèle est fait avec l'âme du monde. L'âme du monde construit d'une manière méditative par le logisticon cosmique, le démiurge, la structure de l'univers à travers un rêve, une méditation interne. C'est ce qui ressort du Timé. L'âme du monde perçoit la matière à l'intérieur de son propre espace interne. C'est un écran interne. C'est impressionnant. Et ça crée des vortex internes dans le Timé. Tout cet univers tangible, les étoiles, les montagnes, notre propre corps, n'est rien d'autre qu'une condensation de l'âme du monde. Dilatation,
non locale, oscillation, et lorsqu'elle condense ça, ça se transforme en matière, l'énergie se condense, l'information se stabilise, crée des formes géométriques et des harmoniques, et qui crée des inégalités, des formes, des matières, des images, le monde du devenir de Platon. L'univers, le terrier, est à l'intérieur de la conscience non locale. Et elle médite tout ça. L'âme du monde est un immense champ de fréquences, une harmonie parfaite. Là où elle vibre intensément, elle reste invisible, mais là où elle se concentre, là où elle forme des nœuds de vibration, elle s'épaissit. Elle module sa propre substance pour devenir visible. L'idée que la matière est modulée par l'âme évoque le son et la vibration. L'âme du monde est lumineuse, fréquentielle, sonore, vibratoire, et donc aussi géométrique. C'est ce qui ressort du Timée et puis d'autres textes. Si nous voyons de l'ordre dans l'univers, regardez bien. L'âme du monde, par son logisticon, se démiurge, crée de l'ordre dans la matière. Elle condense la matière en elle-même, comme dans une méditation guidée, et elle structure la matière pour qu'elle se vectorise, elle s'oriente vers une direction. Donc il n'y a pas de hasard, il y a une direction dans la création, ou dans la manifestation. Et dans cette direction interne de la manifestation, il faut s'imaginer ça comme un yogi qui médite sur lui-même, et qui crée en lui une matière tangible. Le point de méditation, focus, constant, la contemplation, qui crée un point de convergence lumineuse, où tout est concentré. Et là, nous sommes dans le système de la matière. C'est la condensation de l'énergie. L'énergie est fluide, fréquentielle, lumineuse, et elle se condense pour se cristalliser en matière. Et voici, l'âme du monde cristallise l'énergie, les fréquences. Si nous voyons de l'ordre dans l'univers, des spirales de galaxies, des hexagones de ruches, la symétrie d'un visage, c'est parce qu'il y a un champ continu qui maintient ces particules en place. Et de ce champ ininterrompu, alors champ c'est musical, construit par résonance, chaque cellule de matière intraconscient. C'est le soubassement du réel, ce qui maintient le réel. C'est ce champ harmonique décrit dans plusieurs textes chez Platon. Et ce chant est de toute beauté et lumineux et tout. La beauté du monde est la signature visuelle de la musique de l'âme du monde, ce que Platon appelle harmonie. Il y a un parallèle à établir entre le Aum des textes sanscrits, 3 lettres, A, U, M, et l'harmonie de Platon, puisque l'harmonie se compose aussi de 3 notes musicales auxquelles il reste à découvrir maintenant les 3 lettres grecques qui leur sont associées. Oui, il y a 3 notes musicales dans l'harmonie chez Platon qui créent un chant cosmique, l'harmonie cosmique, et ce chant cosmique permet de structurer toute la réalité où nous sommes et tout l'univers dans sa globalité. C'est le Aum des textes sanscrits, cette harmonie platonicienne. Et ceci est fait par l'âme du monde. L'âme du monde est un champ fréquentiel. C'est textuellement décrit comme ça. Vous voyez le parallèle à faire avec les textes hindous et bouddhistes aussi. Ok. Si nous avons une forme, si nous tenons debout, si les galaxies tournent en spirale parfaite, c'est parce que l'âme du monde chante une fréquence précise. Si ce n'était pas le cas, tout s'écroulerait, je peux vous le garantir. Donc elle maintient la cohésion du monde par sa vibration. Nous sommes littéralement de la musique condensée. Imaginez-vous, tout ça se joue dans l'intériorité de l'âme du monde. Dans son espace imaginal, on pourrait dire même. Et si l'âme cessait de vibrer un seul instant, ou si elle changeait 2 notes, toute la géométrie de notre réalité s'effondrerait pour se recomposer autrement. La science du son, qu'on appelle la cymatique, met à jour que derrière chaque forme dans la nature, chaque structure de matière inerte et organique se dissimule des fréquences. La cymatique nous offre une marque
visuel que la forme n'est pas le résultat du hasard, mais la conséquence d'une fréquence. Penchez-vous vers cette affaire. Ça saute aux yeux. L'âme du monde regarde donc dans son propre miroir intérieur, sa propre réflexion, mise en image, à travers des formes géométriques, et observe chaque détail qui vont se condenser pour devenir de la matière. Ça, c'est dans l'intérieur de la conscience non locale. Si l'univers entier baigne dans cette âme, alors toutes les lois de la physique que nous étudions sont en réalité des lois psychiques. La philosophie platonicienne se reconnecte au réseau global. Il réactive sa connexion locale au champ non local, la fameuse intuition mathématique. Cette vision d'une conscience qui déborde les limites du cerveau n'est donc pas une invention moderne. Platon décrit déjà dans ce texte ce que nous appelons aujourd'hui la conscience non locale. Il la nommait âme du monde. Dans le Timée, la conscience non locale est structurée par deux mouvements circulaires croisés comme un gyroscope. Le cercle du même et celui de l'autre. Se relier au cercle du même se dit en grec taoton, c'est accéder à l'universel, à ce qui ne change pas, les vérités éternelles, les fameuses vérités mathématiques de Gödel. Notre conscience locale peut résonner avec la conscience non locale, donc cosmique. Et c'est alors que d'un coup, nous observons l'immensité de l'univers et saisissons d'un regard le vaste labyrinthe où nous sommes cloisonnés. Ah oui, puisque tout ça se situe à l'intérieur. Donc si on est dans la non-localité, on peut voir tout le système grâce à l'âme du monde, grâce à cette harmonie. Alice découvre qu'elle n'est pas seule. Un observateur la regarde attentivement agir dans ce rêve sur Terre, comme un rêveur se voit à travers un personnage du rêve. Je vais vous faire 2 citations tirées du Timée et vous allez suivre ça avec moi. Puis, au centre de ce corps, l'univers, il a placé une âme, il l'a étendue à travers le corps tout entier et même au-delà, et il en a enveloppé. Fin de citation. 2e citation. Or, l'âme dans le corps de l'univers avait été formée de façon à être visible, s'étendait du centre jusqu'aux extrémités du ciel, et l'enveloppait en cercle à l'intérieur, tournant sur elle-même en elle-même. Écoutez bien, elle commença une vie divine et inépuisable pour la totalité du temps. Fin de citation. Ok, maintenant, regardez ce que les traducteurs des textes de Platon ont choisi de ne pas signaler. Cette note est importante car elle indique un aspect de notre tournure de pensée moderne. Les Grecs ne connaissaient pas Atman, terme hindou pour désigner le soi. Le supraconscient, le moi transcendant, la conscience non locale, est-il dit. Bon, on va faire un petit détour en terre linguistique pour montrer le contraire. En grec ancien, taoton est la contraction de to auto. En académicien, les traducteurs ont choisi de le traduire par même, d'où le cercle du même dont on a parlé, taoton, le même, le cercle du même. Cela est juste sur le plan structurel de la pensée platonicienne, mais il lui ôte du même coup sa subtilité. Et comme on sait que Platon joue sur les sonorités et les noms, il y a une construction subtile avec le terme taoton, qu'il faut rendre justice à. Okay. Le pronom autos signifie bien lui-même, soi-même. Écoutez bien, on entend dans automobile, automatique, c'est le auto grec, qui veut dire soi-même.
lui-même, indépendant, si vous voulez, automatique, quelque chose qui bouge tout seul, automobile par exemple, elle bouge toute seule, auto, soi-même, par soi-même, autocinétique, automouvement, c'est l'identité propre, c'est pour ça que auto signifie aussi soi-même. Bon, maintenant vous comprenez que dire que l'âme, conscience, doit retourner au cercle du même, Taoton, c'est littéralement dire qu'elle doit retourner au cercle du soi, Taoton, soi-même. L'autre, Tateron, équivaut donc au moi, à l'ego, la conscience locale. C'est la construction identitaire qui se fait en miroir, en réaction au monde extérieur. C'est Alice qui change de taille, qui ne sait plus qui elle est face à la chenille. C'est le mouvement du devenir, de l'altérité. Le même, Taoton, équivaut au soi-même. Donc retourner au Taoton, au même, c'est retourner vers soi. C'est ce qui est sous-entendu dans le choix du mot même. C'est le principe d'identité pure, immuable, divin, invariable. C'est pour ça que ça s'appelle le même aussi. Celui qui observe le labyrinthe de l'univers d'un seul coup d'œil, le nom algorithmique, c'est le Taoton, c'est le même. C'est ce qui observe le Tateron, l'autre, qui change tout le temps. Ces deux termes distincts dans la philosophie de Platon pour parler de immuabilité, invariant, le même, et ce qui est muable, changeant, métamorphose, le devenir, l'autre. Comprenez? Le moi et le soi, c'est l'équivalent. Le même est le principe de cohésion, d'identité, de non-changeant, d'invariant, d'immobilité. C'est la force qui permet à une chose d'être elle-même malgré qu'elle réside dans le pays des merveilles, le royaume de l'instabilité et des métamorphoses. C'est grâce au même, au Taoton, au soi-même, à cette identité invariable que nous pouvons dire « je ». Que le soi, le moi humain peut se formaliser. À travers toutes ces métamorphoses, il est là. Sans le principe du même, rien ne pourrait subsister une seconde. Tout se dissoudrait immédiatement dans le flux de l'autre, le tateron, le devenir. Donc, obligatoirement, il y a une structure invariable dans l'autre et qui subit des métamorphoses. Mais cette stabilité est inhérente au système. C'est le point d'Archimède. Il y a quelque chose de extranéité hors du système, dans le système. C'est le même. Le même est cohérence pure. Il maintient l'unicité d'un phénomène et de l'être au sein de la ronde des métamorphoses de la nature. Le Taoton, le soi, est perceptible dans la ronde des métamorphoses des éléments atomiques, chimiques, saisonniers, de renouvellement des cellules du corps humain, dans l'homéostasie, dans toute structure inorganique et organique, dans le tournoiement des galaxies, et le spin des atomes, dans la quête de cohérence de nos pensées, etc. Présent partout le Taoton, le soi-même, l'identique. Le chat de Cheshire dépose son sourire à travers le même. Le fait même que nous préservions notre identité, bien qu'une bonne partie soit métamorphose dans notre corps et notre intériorité, indique que quelque chose en soi ne subit pas la métamorphose. Invariant, quelque chose d'invariable. La biologie nous apprend que la quasi-totalité de nos cellules sont renouvelées. La matière de notre corps d'enfant a presque totalement disparu, dispersée dans la nature. Nous sommes littéralement un fleuve de matière qui se renouvelle sans cesse avec une certaine base non renouvelable. Le même préserve la cohésion, la cohérence et la structure de l'unité organique et identitaire, et cela même si presque tout dans l'organisme et le psychisme a été renouvelé. Sans l'existence du même, et ce point d'Archimède donc, tout l'univers s'écroulerait immédiatement. Avec cette approche, c'est toute la science empirique qui se trouve devant un mur puisqu'elle se fonde uniquement sur l'algorithme.
Donc toute étude physiologique et neurophysiologique est de l'algorithme. Et ces disciplines scientifiques ne pourront jamais expliquer la nature de la conscience, puisqu'elles considèrent que l'algorithme de la conscience. En linguistique et en informatique, on distingue la syntaxe, l'algorithme, les règles, la grammaire, la structure des phrases, le code binaire. Et la syntaxe, c'est-à-dire le sens, ce que la phrase veut dire, l'émotion qu'elle porte. C'est deux choses. La syntaxe et la sémantique. Le neurophysiologiste est comme un linguiste qui étudierait un livre écrit dans une langue inconnue. Il peut décrire les formes des lettres, les neurones. Il peut comprendre la grammaire, les lois chimiques, les syntaxes. Il peut prédire quelle lettre va souvent avec une autre, les circuits neuronaux. Mais il ne sait pas lire l'histoire. Il n'a pas accès au sens, la conscience vécue. Il étudie le support, pas le message. Dès que vous mettez un cerveau dans un microscope ou dans une IRM, vous le transformez en objet algorithmique. Vous le transformez en chose calculable, mesurable, quantifiable, algorithmique. Vous voyez de l'électricité circuler, algorithme. Vous ne voyez pas la joie et la musique. Vous ne voyez que les corrélats physiques de la joie. Nous sommes dans la confusion totale entre la carte et le territoire. Le neurophysiologiste cartographie le territoire. Il dit, regardez, quand le sujet entend un la zone A1 du cortex s'allume. C'est un algorithme. Si son La égale à 440 Hz, alors la zone A s'active. Mais la carte, l'IRM, n'est pas le territoire, l'expérience du son. Croire que l'étude du cerveau explique la conscience, c'est comme croire qu'en étudiant le fonctionnement interne d'une télévision, les transistors, les pixels, on va finir par trouver le présentateur du journal télévisé caché à l'intérieur. L'aporie. Je vous avais dit que le matérialisme débouche obligatoirement sur des impasses, des apories, quoi qu'on fasse. Dans le monde sensible, le terrier, le même est faible. Une pomme pourrie, elle cesse d'être une pomme. Elle est envahie par l'autre, le devenir, l'altération, les métamorphoses. Si notre âme n'était faite que d'autres, de différences, de sensations changeantes, nous ne pourrions jamais rester identiques et observer le flux du changement. C'est la part de Tauton en nous qui agit comme un récepteur radio calé sur la fréquence de l'immobilité. C'est que nous ne sommes pas la matière, nous sommes l'information qui l'organise. Quand on comprend une vérité mathématique par intuition ou métaphysique, c'est le même en nous qui consonne avec le même de l'univers. Le même est radiation de l'imbien, même qui se présente à nous. L'illumination, techniquement, c'est le moment où le mouvement de la conscience passe du mode translatif, c'est-à-dire courir après l'objet extérieur, l'autre, au mode rotatif, tourner sur son propre axe, le même. Si ce même, notre identité profonde, ne réside pas dans la matière du corps, puisque celle-ci change tout le temps, la matière du corps, cela signifie qu'il réside ailleurs, ou plutôt qu'il ne réside nulle part localement. C'est ce qu'on appelle atopie. La conscience est atopologique, signifie non localisable, non local, mais qu'il est connecté au champ, à un champ global. Donc cette conscience atopologique, non localisable, réside dans un champ global. C'est le même de Platon. Le tauton, le même, le soi, est ici autokineton,
automoteur. C'est la stabilité intérieure qui est la source du mouvement. De même pour l'univers. Il est l'invariant ancré dans chaque cellule de matière. Cohésion, cohérence, équilibre, stabilité, préservation, identité, etc. Tout ça provient du même. Sans ça, le monde s'écroule. Le fait même que notre structure de logique se fonde sur la recherche de cohésion de notre propre logique indique que le même est la source de notre propre pensée logique. Je vais répéter pour que ça soit plus clair. Ok, le fait même que notre propre structure de logique se fonde sur une recherche de cohésion de notre propre logique. On va être cohérent avec soi-même. Indique que le même, donc le soi, est la source de notre propre structure de logique. C'est ça que j'essaye de montrer. Elle est présente, le même est présent dans notre structure de logique, dans cette quête de cohésion et de cohérence, et qui définit notre identité après. La pensée logique, la dianoia, a une fonction de sécurité, elle est même tautologique. Elle veut constamment ramener l'inconnu au connu. Elle cherche à vérifier que l'inconnu X égale au connu A. Toujours le même. Il faut que ça soit il faut que ça rentre dans cette cohérence de pensée. C'est le même. Elle cherche, comme le même, dans le sens de la répétition et de la conformité. C'est ça la tautologie. C'est ainsi que nous pouvons saisir que la logique repose sur le principe d'identité, tout comme la mémoire. Elle cherche à s'assurer que les choses ne se contredisent pas, et lorsqu'elle découvre une altération de l'unité du même, alors elle tente de retrouver sa propre cohérence cognitive. La dianoia, la réflexion qui tourne sur elle-même, elle tourne en circuit fermé. Elle explique le monde avec des concepts qu'elle a elle-même fabriqués. Elle ne sort jamais d'elle-même, elle ne peut pas, puisque pour elle, tout fonctionne en système fermé. Elle n'a pas accès à la noésis tant qu'elle ne regarde pas en dehors d'elle-même pour s'observer elle-même. Elle fonctionne en boucle. C'est la raison résonante, quand la raison résonante rencontre un mystère, elle essaie constamment de le réduire à une cause qu'elle connaît, le fameux réductionnisme matérialiste. Elle enferme au lieu d'ouvrir. C'est la raison pour laquelle les matérialistes ne cessent de produire des tautologies et débouchent constamment sur des impasses de logique, puisque la dianoia est tautologique par essence, et elle est matérialiste par sa propre logique. Si toute pensée découle d'une cause précédente, alors aucune pensée n'est libre. Ma pensée B vient de ma pensée A, qui vient de mon éducation, etc. Système fermé, c'est la dianoia, ça. Vous voyez, c'est la raison résonante qui pense qu'à travers le système et qu'elle s'identifie au système, elle est le terrier, elle est le labyrinthe, elle ne voit aucune issue. Et donc elle va chercher à comprendre le système par le système, qui sont que des causes à effet. Que des causes à effet. C'est ça la tautologie et les impasses. La dianoia se fonde donc sur l'homogénéité, le même. Toute notre thérapeutique moderne se fonde sur des causes à effet. Une logique circulaire est fermée sur elle-même. Je souffre à cause de papa, maman, mon trauma, mes blessures, mon angoisse, etc. Vous voyez, le A donne B, le B donne C, et ainsi de suite. Cause à effet. La raison résonante. Que ça soit en science ou en thérapie, c'est la même chose, la même problématique. C'est la base même des méthodes thérapeutiques d'aujourd'hui. La sortie, une matière vient bousculer l'ancienne. On pense ainsi amoindrir, apaiser, calmer, soigner, voire guérir l'âme par un circuit fermé sur lui-même. La véritable sortie, le point d'Archimède. Ce quelque chose hors de soi permet de se défaire de toute
toute fausse identification, d'apporter du neuf et de régénérer tout le système car il modifie l'ensemble du schéma vécu. Le point d'Archimède qui permet de bousculer le monde. Cette thérapie est spirituelle. Traduction, seul le voyant peut totalement guérir les âmes de leur détresse. Comment passe-t-on de cette liaison logique à la liberté de l'esprit? C'est la raison. Comment la raison, qui cherche des preuves, peut s'ouvrir à l'intuition, qui est l'évidence? Comment Alice peut-elle sortir du terrier? La réponse tient en un mot en grec, l'aporie, l'impasse. La pensée discursive, la dianoïa, doit être poussée à son paroxysme. Elle doit chercher la cohérence, donc le même, avec une telle rigueur qu'elle finit inévitablement par se heurter au mystère qu'elle ne peut résoudre. Elle doit construire une tour de logique si haute qu'elle finit par toucher le ciel. C'est à cet instant précis, quand la raison raisonnante avoue son impuissance, que le miracle se produit. Nous ne cherchons pas la cohérence horizontale d'une équation, de l'algorithme dans la matière, nous basculons dans la stabilité intérieure, celle de la conscience non locale. La dianoïa est l'échelle nécessaire que nous devons avoir le courage de repousser une fois le sommet atteint pour faire le saut final dans la noésis. C'est tout l'enjeu de l'ouvrage du Parménide de Platon et toute l'entreprise des néoplatoniciens et surtout d'Amasius. En suivant la voie sacrée d'Éleusis, en écoutant la chenille assise sur son champignon, Alice découvre la seule porte de sortie. L'extrême aporie débouche sur la rupture de causalité. La thérapie philosophique et ou spirituelle est donc une rupture de causalité, un saut vers l'inconnu. Dans le terrier, le monde matériel, tout est régi par la loi de cause à effet. Le présent est le résultat mécanique du passé. Si je suis en colère aujourd'hui, c'est parce que on m'a insulté hier. Si je suis donc une conséquence. C'est la construction identitaire d'une personne. C'est juste une conséquence historique de sa propre histoire personnelle. Le déterminisme. Je suis agi par mon passé. Réactiver le pouvoir divin en soi, c'est briser cette chaîne de causalité. C'est être insulté et répondre par le calme ou la bénédiction. Et ils viennent d'ailleurs, hors du terrier. Cet acte ne vient pas du passé. La cause insulte aurait dû produire l'effet colère. Si j'étais une pure logique discursive, matérielle, cause à effet, dianoïa, système fermé, cloisonné, ce qui vient du passé aurait dû produire l'effet colère. Si j'étais pure logique, je ne pourrais en aucun cas sortir du système, donc de ce labyrinthe de conscience. C'est ailleurs, cette étrangeté, ce xénos, cette extranéité produit une rupture déterministe. La causalité est inscrite dans le cœur même de notre conscience. L'âme est capable d'actes acausaux, c'est-à-dire d'actes qui ne sont pas l'effet d'une cause antérieure, mais des commencements absolus, et c'est ici que naît la véritable liberté et la véritable cure spirituelle. Il y a toute une matière à travailler sur ça. C'est juste des introductions que je propose d'un champ de travail immense. Un champ de travail immense sur la thérapie, sur la science et sur bien d'autres aspects également, l'intuition et tout le reste. La
La plupart des gens ne vivent pas, ils sont vécus par leur passé. Je suis triste parce que... Je suis en colère parce que... Le parce que est l'enchaînement des événements qui les étranglent. Dans l'immense souffrance où nous vivons, nous cherchons l'issue chez les spécialistes, thérapeutes, psychologues, psychanalystes ou encore auprès des psychiatres. Or, la quasi-totalité des thérapies occidentales, psychanalyse, TCC, psychiatrie biologique, repose sur le paradigme du déterminisme psychique, cause-effet. Seul point de sortie, on bouge une matière, c'est un système déterministe de matière, on bouge une matière pour faire bouger d'autres matières. On bouge un passé psychique dans le présent, un trauma par exemple, et on va essayer de bousculer le trauma du passé qui est encore vécu au présent chez une personne pour bousculer le schéma global de la personne. Oui, c'est un schéma cause à effet, déterministe, mécanique. C'est le système, c'est le labyrinthe. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Là, le point d'Archimède, c'est la véritable liberté. Dans celui-ci, nous sommes déterminés. Qu'est-ce que la liberté? C'est le point d'Archimède. C'est la cure spirituelle. C'est le point qui permet de bousculer tout le schéma. Acausal. Acausal. Une grande force, une grande puissance nous habite. Or, ok, ça je l'ai déjà vu, elle cherche l'explication du présent dans le passé, elle cherche le coupable, le traumatisme, la mère, le gène de conditionnement. Une fois le coupable trouvé, l'origine, cet inconnu du départ qui échappait à notre propre cohérence logique, cognitive donc, on ne la voyait pas, le voilà qui s'intègre à notre système de vie. Donc voici avec le même. L'inconnu X, ce qui échappait à notre cohérence, qui causait notre trauma, est devenu le connu parce qu'à ce moment-là, on découvre d'où vient notre problème. Et ça s'intègre dans notre cohérence cognitive. Le problème, c'est que comprendre l'origine des chaînes ne le brise pas. Ne les brise pas. Au contraire, à force d'expliquer pourquoi nous sommes enchaînés, nous finissons par justifier nos chaînes. Nous donnons une légitimité logique à notre impuissance, à notre souffrance. Nous devenons des victimes cohérentes. Le déterminisme psychologique sur lequel se fondent ces soins est donc algorithmique. Un piège où il n'existe aucune issue possible. La guérison n'est pas une analyse du passé, psychanalyse classique. Elle provient d'une irruption de l'instant, véritable liberté. Et tout se joue lors de notre arrêt du flux mental, des événements qui enchaînent dans une ronde de cause à effet. Lorsque nous nous retournons vers le dedans, le tatéron extérieur et le tauton intérieur, le cercle du même et le cercle de l'autre, comme je l'ai expliqué, lorsque nous brisons la chaîne du tatéron de l'autre, le même se présente, la variant, c'est le regard vers l'intériorité, ça, pour trouver la porte de sortie. Okay. Lorsque nous nous retournons vers le dedans de nous-mêmes, dans l'intervalle entre deux moments, soit l'instant, exaipnes en grec, alors la sortie se dévoile, la causalité. C'est ici qu'apparaît la véritable définition de la liberté. Ce n'est pas faire ce qu'on veut, ce n'est pas être obligé de faire ce que notre passé nous dicte. C'est la capacité d'introduire de la nouveauté radicale dans un monde de répétition. Platon nomme le retournement du regard periagoge. Il signifie littéralement retournement, conversion, révolution, au sens de tourner autour d'un axe. Et ici, c'est l'axe du même, le soi. Le soi-même, la véritable identité, la porte de sortie. S'il y a acausalité, automotrice, c'est-à-dire qu'elle n'est cause ni du passé,
ni du présent, ni de quoi que ce soit. Elle ne détermine de rien, elle provient d'un ailleurs. Cette acausalité est extérieure au système. Cet espace de liberté vient d'une extranéité. Et elle est automotrice en plus, c'est-à-dire qu'elle agit par elle-même, qu'elle n'a pas été bousculée par une autre matière. Elle est donc automotrice. C'est ça le même. Le même est automoteur. Aucune cause est à l'origine de ce même. C'est bien que nous ayons un pied dans cet ailleurs. Si nous sommes ici et ailleurs en même temps, nous sommes localisés dans un espace-temps et qui enchaîne des événements causals, et nous sommes aussi présents dans une contrée non localisée, sans aucune relation avec les événements causaux. Si c'est expérimental, c'est que cela existe. Il y aurait bien une dimension supérieure de l'être et qui se superpose à la réalité humaine ordinaire déterminée par les événements et qui construit par le conditionnement du terrier. Par cette expérience applicable par chacun, puisque tout le monde peut le faire, et ceci est reproductible par chaque être humain. Pas une fois, pas deux fois, on peut le reproduire tout le temps. Alors le matérialisme s'écroule de lui-même, ainsi que toutes les méthodes et sciences fondées sur le déterminisme. La véritable liberté, elle se situe là. La véritable cure se situe là. L'intuition existe. La non-localité est présente. L'agir non causal à causalité existe. Si c'est automoteur, cela signifie qu'il y a quelque chose d'invariant et d'immortel en nous. Mais ouais, il y a l'intégration même de l'immortalité de la conscience à travers le terme automoteur chez Platon. Si la conscience court-circuite l'enchaînement des causes à effet, elle a donc accès à une dimension non linéaire, non algorithmique, et ne peut être soumise à la mort. Elle est immortelle, elle a juste oublié qu'elle provient d'un ailleurs, non local. Dans le terrier, tout ce qui naît doit mourir. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est composé par des causes, assemblage d'atomes, de cellules, de souvenirs, finira par être décomposé par le temps. Platon dit dans le Phédon, la conscience est simple, c'est-à-dire non composée. Elle n'est pas un assemblage de causes, elle ne peut pas se défaire, elle est insécable. Et en plus, elle est automotrice, elle est cause de sa propre cause. Et elle brise toutes les chaînes du devenir. Traduction, nous avons dans l'expérience de liberté de l'être, l'expérience acausale, la porte de sortie, l'intuition mathématique, le point d'Archimède, plein de termes différents, l'extranéité, sortir du système, et un agir, on me fait du mal, et j'agis sans une cause, par le pardon. Je suis capable de créer un acte acausal, donc qui vient d'un ailleurs, ce qui signifie que cet ailleurs n'est pas de ce monde, ce qui signifie qu'elle ne subit pas le devenir spatio-temporel, la mort et la vie, et la perpétuation de ce mouvement. Elle ne subit pas les causes à effet du déterminisme, puisqu'elle vient d'un ailleurs. Elle est automotrice. Elle est la cause de sa propre cause. Rien n'est la cause de ça. Ça vient de l'instant, comme on l'appelle en grec, exaïfness. Les bouddhistes appellent justement cet instant l'ouverture vers l'éternité, que les hindous connaissent également, mauvaisement traduit par le moment présent. Mais c'est pas du tout ça, le moment présent n'existe pas, c'est l'instant. C'est entre deux espaces de présent. C'est les flashs supraluminiques qui créent l'espace et le temps. C'est ça l'instant. Le temps est créé par ces instants, microparticules supraluminiques
de flashs qui proviennent du soi, exactement. C'est ça l'instant. Des milliards de flashs par seconde, c'est l'instant. Un défilé séquentiel commence à se mettre en place, c'est le temps linéaire de Chronos, le déterminisme. Et nous, on est le flash. Et lorsqu'on se connecte à ce flash, il est acausal. Ce flash est acausal. C'est liberté, et en plus c'est immortel. Si nous avons établi que notre conscience est capable de briser la chaîne des causes à effet, si nous sommes capables d'actes libres qui ne viennent pas de notre passé biologique, alors nous sommes en train d'observer quelque chose de vertigineux. La mort n'est rien d'autre que la fin d'une série causale. C'est l'arrêt de la machine biologique. C'est un événement purement linéaire. Mais si votre conscience est capable de s'extraire de la ligne pour agir librement, cela signifie qu'elle n'appartient pas à la dimension linéaire. Elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas fabriquée par le temps, et ce qui n'a pas été fabriqué par le temps ne peut pas être détruit par lui. L'acte libre, l'amour, la création, le calme soudain, est irruption verticale, instantanée, soudaineté. Il ne vient pas d'avant, le passé, il vient de haut. Et ce haut est paradoxalement aussi une profondeur. C'est le même. Comme je ne cesse de le répéter, la philosophie platonicienne présente une expérience spirituelle très profonde, déposée et articulée en mots. Elle n'a rien à voir avec de l'intellectualisme. C'est un yoga d'Occident. Maintenant, nous allons voir le sourire du chat de Cheshire. Le langage formel et la science empirique, donc algorithmique, décrivent le monde par la fonctionnalité du comment. Aucune issue possible car ils sont tous tautologiques. Le comment est une description horizontale et décrire ne revient pas à expliquer le sens du monde. La description consiste à faire l'inventaire du terrier, comme les encyclopédies. Mais cette somme de savoir n'est pas le territoire où nous vivons. La science et le langage formel sont des outils de mesure. Ils répondent à la question « Comment ça marche ?» Ils établissent des relations entre les objets s'ils chauffent l'eau. A, elle bout. B, cause, effet. C'est utile pour manipuler la matière, le confort dans le terrier. Mais c'est muet sur le sens du monde. On finit par croire qu'avoir décrit le mécanisme revient à avoir compris l'existence, l'essence des phénomènes. C'est la science empirique, là. On est en pleine problématique. Ce qui a été dénoncé par Husserl, le phénoménologue. C'est l'illusion du savoir, ce que Socrate dénomme amathia, le fameux sophiste. Amathia, illusion du savoir. Et l'illusion du savoir est plus aveuglante que l'ignorance pure. Car croire savoir et comprendre dépose un voile d'ignorance sur l'ignorance. C'est une double ignorance. Le sophiste est le maître de cette illusion. Décrire le monde par le monde est tautologique. Système fermé. La science empirique confond la description et l'explication et apporte des réponses sur le fonctionnement du monde et le réduit à des fonctions mécaniques. Toujours dans le même. Il faut que ça soit cohérent. Voyez, cohérence dianoïtique. La dianoïa. Raison résonante. Tourner en boucle. Aucune porte de sortie dans cette affaire. Elle décrit le fonctionnement d'un atome par des particules. Les particules par des quarks. Les quarks par des champs d'énergie. Un peu comme nous parlions précédemment avec la psychologie, la psychothérapie et tout le reste. C'est le même process, parce que tout ça, c'est de la science empirique. Elle reste toujours à l'intérieur du système physique. Alice a identifié à tous ces changements. Qui est Alice? C'est des quarks, c'est des particules, c'est des atomes. Vous voyez? Et un psychanalyste va dire, oui, c'est son trauma, c'est sa vie, c'est son histoire.
le système fermé. C'est ce qui nous identifie. Et le monde est construit par des sophistes pour des sophistes. Et on nous fait croire que nous sommes ça, comme je disais au début d'émission. Alice est identifiée à tous ces changements, toutes ces composantes et tous ces fragments de matière agencés par on ne sait quelle magie, puisque tout est le fruit du hasard. Bien que le hasard est explicable par des théorèmes mathématiques, c'est le fruit du hasard. C'est une définition circulaire où A s'explique par B, qui s'explique par C, qui revient à A, tourne en boucle. Pour sortir, il faut poser une question que l'algorithme ne peut pas traiter. Le pourquoi. Ou le pourquoi, en 2 mots. C'est le télos des Grecs, la finalité. Jamais on va se poser cette question en science empirique. La science empirique dit l'œil est fait de cornées et de rétine. Entendez bien, c'est le comment, le fonctionnement. On n'explique pas du tout, on décrit. Alice demande pourquoi voir? C'est le sens. C'est la chenille qui pose cette question. Qui es-tu? Pourquoi voir? C'est la chenille qui nous permet de nous éveiller à cette question. Le reste du temps, on est ébloui par l'illusion du savoir du sophiste et on confond le comment et le pourquoi et on confond l'explication et la description. Et elle peut se poser cette question car la chenille l'a éveillée à quelque chose qui vient d'ailleurs, d'étranger à ce monde. Cette interrogation, nulle ne la pose en science car le sens du monde n'a aucune place dans l'analyse. Demandez à votre opticien « Pourquoi je vois ?» Il vous regardera avec étonnement et ne comprendra même pas la question. Pourriez-vous y répondre? Vous qui m'écoutez présentement? Pourquoi voyez-vous? Voyez le basculement de ce que signifie le pourquoi et le comment? Et on sort de cette prestation du sophiste, de cette prestation du maître des illusions, qui nous explique soi-disant le monde, alors qu'il ne fait que la décrire constamment. Et en décrivant le sucre, il ne la goûte jamais. Donc il ne sait pas ce qu'est le sucre, puisqu'il confond la description et l'explication. Il confond la syntaxe et la sémantique. Il confond le labyrinthe et regarder du dehors le labyrinthe. Mais il ne peut pas le faire, puisqu'il n'a pas d'accès à cette sortie. Il est prisonnier de ça, et donc il va expliquer d'une manière tautologique la matière par la matière. Et on tourne en rond. La dianoïtique est présente partout. C'est ça le sophiste. La science empirique excelle à décrire les mécanismes du terrier. La loi de la gravité, la biologie des cellules, la syntaxe des phrases. Elles peuvent nous dire comment les murs sont construits, mais elles ne pourront jamais nous dire pourquoi il y a des murs, ni qui nous sommes à l'intérieur. Alors c'est ça la prestation du maître et des illusions. On va parler de l'histoire de l'humanité et on va nous parler de expliquer l'histoire de l'humanité. Pourquoi l'être humain est devenu comme il est, l'être bipède pensant, comment il est sorti de la savane pour arriver à un être Homo sapiens sapiens. Et on va nous expliquer ça en disant pourquoi. Alors que c'est que du comment, c'est des descriptions. C'est la véritable question, c'est pourquoi ça s'est passé. Le télos grec, la finalité de ça. Mais ils ne peuvent pas se poser cette question, puisque ce n'est pas dans le système méthodologique de la science empirique. Et donc, forcément, c'est réductionniste. Forcément, ça va intégrer l'inconnu dans le connu. Et forcément, toute la cohérence va se fondre sur une méthode réductionniste et matérialiste et tautologique. Et voici, bienvenue en prison. Regardons maintenant
Le sourire du chat de Cheshire à travers l'observation des cycles et des éléments dans la nature. On va essayer de sortir de tout ça. Pour comprendre le cycle des éléments chimiques, appelé cycle biogéochimique, il faut imaginer la Terre comme un système clos. À l'exception de quelques météorites qui tombent et de l'hydrogène qui s'échappe dans l'espace, la quantité de matière de notre planète est fixe depuis des milliards d'années. Chaque atome de votre corps a déjà appartenu à des milliers d'autres organismes, à des roches ou à l'atmosphère. Je vais vous faire le partage écran pour qu'il y ait beaucoup plus de plaisir dans cette présentation que je vais faire. Voilà. On va commencer par les exemples concrets et le cycle du carbone. Le carbone est la brique de base du vivant. Son cycle est une boucle entre l'air, l'eau et les êtres vivants. Le carbone flotte dans l'air sous forme de dioxyde de carbone. Les plantes aspirent ce gaz. Grâce à la lumière du soleil, photosynthèse, elles cassent la molécule pour garder le carbone et fabriquent du sucre, des feuilles et du bois. Un animal mange la plante. Le carbone devient alors un muscle, un organe ou de la graisse. L'animal respire et rejette du CO2. Quand il meurt, les microbes décomposent son corps et libèrent le reste du carbone dans le sol ou l'atmosphère. Parfois, le carbone est piégé pendant des millions d'années, sous forme de charbon ou de pétrole, jusqu'à ce qu'un volcan ou une activité humaine le libère à nouveau. Le cycle de l'azote. L'azote est indispensable pour fabriquer notre ADN et nos protéines. Pourtant, bien que l'air en soit composé, nous ne pouvons pas l'absorber en respirant. L'azote de l'air est très stable. Personne ne peut l'utiliser tel quel. Des bactéries spécifiques vivent dans les racines des plantes. Elles sont les seules capables de transformer l'azote gazeux en engrais absorbable par les racines. Nous obtenons notre azote uniquement en mangeant ces plantes ou les animaux qui les ont mangées. D'autres bactéries effectuent le travail inverse, lors de la décomposition renvoyant l'azote dans l'air. Le cycle lithosphérique. L'un des exemples les plus vertigineux est celui des minéraux essentiels comme le fer ou le magnésium. Un atome de fer peut rester inerte dans une roche basaltique au fond de l'océan pendant 200 millions d'années. Par le mouvement des plaques tectoniques, cette roche remonte, s'érode sous la pluie et le fer se dissout dans l'eau puis le sol. Une plante absorbe cet atome, un animal mange la plante, cet atome de fer, autrefois prisonnier du cristal minéral, devient le cœur d'une molécule d'hémoglobine. Il transporte maintenant l'oxygène dans un flux sanguin, chaud et conscient. Après la mort, le fer retourne au sol, s'oxyde, s'érouille, s'accumule en sédiments et finit par redevenir une roche pour les 100 prochains millions d'années. Dans cette ronde des éléments chimiques, nous voyons l'équilibre des contraires, le maintien et la cohérence de l'ensemble. La nature, tout comme le cosmos, fonctionne selon ce schéma, mais le niveau de la cohérence varie en fonction de l'échelle du réel. Tout est beau, parfait, circulaire, car tout est reflet du même. La description que nous venons de faire de la cohérence dans le cycle chimique ne diffère en rien de notre propre cohérence mentale. Tout ordre est cohérence. L'ordre du monde est l'image perceptible d'un centre organisateur unique et qui organise l'ensemble des multiples cycles de la nature hiérarchiquement, et ce, de manière cohérente. La cyclicité et la ronde dévoilent l'unité cachée derrière la multiplicité des phénomènes. C'est un système unique qui se dissimule derrière la stabilité, l'équilibre, l'homéostasie, l'échange d'énergie au sein de cette boucle, le mouvement circulaire et rotatif. On découvre dans cette cohérence ceci: stabilité. Ils garantissent que les ressources nécessaires à la vie ne s'épuisent jamais. Régulation. Le cycle du carbone, par exemple, régule la température de la Terre. Si il s'emballe ou se bloque, le climat change. Interdépendance. Aucun élément ne fonctionne seul. Le cycle de l'azote a besoin d'eau, le cycle du carbone a besoin de phosphore, etc. La conservation substantielle.
l'énergie indestructible. C'est le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'isonomie, l'équilibre des contraires. Le terme grec isonomie désigne la répartition égale. Dans la nature, c'est la balance parfaite des contraires. Intégrité, préservation du système cyclique par l'activité d'autorégulation. Le système humain cherche lui aussi son homéostasie, sa stabilité, son retour au même, à travers 3 moteurs circulaires. La boucle cognitive, la pensée qui se confirme. La cognition, la dianoïa, n'aime pas le nouveau. Elle cherche à valider ce qu'elle sait déjà. La boucle émotionnelle, la chimie de l'humeur. Nos émotions ne sont pas des lignes droites, ce sont des vagues régulées. Le cycle, stimulus, décharge chimique, peur, joie, réaction, retour à l'état de base, l'humeur moyenne. La boucle du désir, le moteur de la souffrance. Le cycle, manque, désir, action, satisfaction éphémère, ennui, nouveau manque. Autre type de ronde, la nucléosynthèse et la transmutation naturelle. Au niveau atomique, la boucle ne se contente pas de changer les liaisons entre les molécules, chimie. Elle change l'identité même de la substance. Un atome d'hydrogène apprend à devenir de l'hélium, puis du carbone, puis du fer, avant de retourner par des processus de décomposition ou de recyclage cosmique à la soupe originelle. Tout comme en chimie organique et inorganique, les atomes changent. L'univers est une dynamique de changement et la science empirique tente de le cartographier en isolant ses composants. L'atome qui est dans votre œil aujourd'hui a été forgé au cœur d'une étoile disparue il y a 5 milliards d'années. A voyagé dans le vide, a été un caillou, puis une bactérie, avant de devenir vous. Il n'y a pas de nouvelle matière, il n'y a qu'une ronde éternelle d'informations qui se déguise en atomes, puis en cellules, puis en étoiles. Cette unité cachée n'est pas une chose, c'est la marque du sourire du chat de Cheshire, un mouvement circulaire et autorégulateur permanent. Elle est le 1 qui se déguise en multiples à travers un emboîtement de cycles comme des poupées russes. Nous pouvons relever une hiérarchie des boucles, emboîtements. Cette systémique repose sur un emboîtement de boucles de différentes échelles. Cette systémique de l'univers est celle du même, du soi, qui se revêtent de la robe de l'autre, le multiple. Regardons ça de plus près. Microboucles, la matière, les cycles atomiques, les vibrations quantiques, la danse des électrons, qui maintiennent la forme de la matière. Mésoboucles, le vivant, les boucles biologiques, Krebs, circadien, menstruel, respiration, l'homéostasie du corps. Psychoboucle, c'est l'humain. C'est ici que le piège se referme sur la conscience. Nos facultés mentales tournent elles aussi en circuit fermé. Macroboucle, le cosmos. Les orbites planétaires, les cycles des saisons, la vie et la mort des étoiles. Chaque boucle échange de l'information avec le système voisin, puisque la systémique est interdépendante. Il existe un échange horizontal entre espèces et un échange vertical entre l'inerte et le vivant. La boucle est aussi vibration, oscillation, dilatation et contraction, rythmique, solidification et évaporation. Il existe bel et bien une structure qui relie la partie à l'ensemble, le micro au macro. Tout est relié car tout appartient à la même boucle de rétroaction globale. L'univers est un méga-système, une immense toile systémique du même. Le labyrinthe du terrier est tracé par le soi. Maintenant, il convient d'en sortir. Voilà. Nous avons présenté le terrier, le comment. Ah, maintenant, il faut en sortir. Alice voit l'issue. Dans la logique de notre présentation, sortir du terrier ne consiste pas à changer de lieu, mais à changer d'état de conscience. Voir tout d'un coup, Platon l'appelle la vision synoptique. Synopsis veut dire voir ensemble.
C'est le moment où l'on ne voit plus les arbres un par un, mais la forêt. Toutes les méthodes spirituelles traditionnelles consistent à sortir du terrier. Yoga, tai chi, tantra, alchimie, etc. La langue joue un rôle majeur pour cette libération, car elle est tant façonnée par la pensée qu'elle est façonnable par la pensée. Or, l'utilisation du langage varie en fonction de l'expérience intérieure. Plus elle est spirituelle, plus elle demande de la profondeur dans les termes. Le langage formel, celui de tous les jours, fondé sur l'analyse, tourne sur lui-même. Il emprisonne, décrit le monde tout en croyant le comprendre. Concevoir dans le schéma du langage une vision synoptique demande à penser de manière paradoxale. Le langage devient alors le véhicule de la sortie. Le langage se transforme en monstratif et brise son utilitarisme. Pour que le langage devienne monstratif, il doit cesser d'être formel. Il doit subir une violence. La charge en revient au poète visionnaire, celui qui a vu d'en haut le labyrinthe. Le poète brise la syntaxe utilitaire, sujet, verbe, complément, qui nous enferme dans la causalité linéaire. En créant des métaphores, le choc de deux réalités incompatibles, la poésie crée une faille dans la logique. C'est par cette faille que passe la lumière de l'expérience intérieure. L'expérience de vision n'est plus traduite, ce qui la trahirait, elle est évoquée, symbolisée. Elle devient monstratif, indicatif. En étant monstratif, indicatif, la poésie assume son incomplétude. Gödel. Elle ne prétend pas être la vérité, elle prétend seulement indiquer sa direction. Le langage formel nous maintient dans la représentation. Nous sommes devant le monde, séparés de lui par l'écran des mots. La poésie, par son rythme, sa musique et ses images, court-circuite l'intellect analytique. Elle insinue, évoque de manière équivoque et use de la polysémie des mots afin d'ouvrir l'écoute et la vue de la conscience locale. Elle lui montre l'ailleurs, le non algorithmique, le point d'Archimède. Dans le langage du maître de la logique formelle, Wittgenstein, c'est le philosophe du XXe siècle, qui propose un langage proprement utilitaire. Le mot est une étiquette posée sur une chose. Le mot « verre » sert à demander à boire. Une fois l'action faite, le mot disparaît. Dans la poésie, le mot devient résonnateur. Le poète s'intéresse à sa sonorité, au rythme, à l'épaisseur du mot. Prenez les haïkus japonais. Quelques mots seulement. Citation. Un vieil étang. Une grenouille plonge. Le bruit de l'eau. Fin de citation. Haïku. L'information est nulle. On s'en fiche de la grenouille. Rien à foutre. Ce que le poème montre, c'est le silence qui suit le bruit. Les mots servent de cadre pour faire apparaître le vide, la fameuse vacuité. La sortie, ici, la sortie se fait par les interstices. Le langage poétique est un filet aux marges très larges. Il ne cherche pas à capturer l'eau, la vérité. Il nous invite à nager dedans. Pour être technique philosophiquement, la poésie transforme le signe en symbole. Le signe, Wittgenstein, ou la science empirique, il est arbitraire et horizontal. Il renvoie à un objet. Le panneau « chien » renvoie à l'animal. Le poème ne décrit pas le monde d'en bas. Il utilise les objets d'en bas pour faire signe vers le monde d'en haut. C'est la raison pour laquelle toute approche discursive, dianoïtique, est limitée et limitante, tandis que l'approche intuitive est ouverture sur l'infini. Si les textes sacrés, Bible, Coran, Védas,
Tao Te Ching, etc., n'étaient rédigés qu'en prose juridique ou historique, ils seraient fermés. Ils seraient des manuels d'instruction limités à une époque et à une culture. En utilisant la poésie, rythme, métaphore, parabole, symbole, ils deviennent des systèmes ouverts sur l'infini. Ils utilisent le langage pour décloisonner la pensée. Voilà pourquoi, techniquement et spirituellement, le sacré doit passer par la poésie pour se dessaisir de l'analyse logique. Si le texte sacré est poétique, cela signifie que toute lecture littéraliste ou fondamentaliste est par définition une incompréhension de la nature même du texte. C'est tautologique. Et si je reprends les termes que j'ai utilisés concernant les sciences avec différents exemples, et la philosophie également, eh bien, les religions, dans leur extériorité de pratique, aboutissent sur le même problème. Tautologie, impasse, obligatoirement matérialiste, réductionniste, et ainsi de suite. Tant qu'elle ne perçoit pas le point d'Archimède, elle les explique la cause A par la cause B, et elles sont déterministes. Bon, la sortie est non-identification avec la matière. C'est ça que ça signifie. Percevoir les marques du même, c'est défocalisation de la conscience, acuité et intensification de la présence à soi-même, etc., etc. On parle de l'instantané, la soudaineté, et la poésie ouvre accès à ça. La science actuelle, empirique, n'a aucune méthode pour donner accès à ça, excepté la phénoménologie. La phénoménologie du langage et la phénoménologie des sciences. Bon, il faudrait développer une phénoménologie des sciences religieuses. Pas encore fait, et j'essaye de le faire à travers le Coran, actuellement. C'est une phénoménologie. La conscience est intégrée dans le phénomène. On ne peut pas l'extraire, parce qu'il y a toujours un observateur qui parle du sujet. Bon, plein de choses à dire face à ça. Maintenant que la présence de la chenille et du chat de Cheshire se font ressentir auprès de nous, il convient de trouver en nous-mêmes le point d'Archimède qui soulève le monde et qui le bouscule aussi. Il s'agit de l'espace de la conscience non locale. C'est le fameux champ de Dikaiosine. Pour en savoir davantage sur cette affaire, je vous invite à aller voir la vidéo du même nom, qui complète celle-ci, et qui complète tant d'autres. C'est ça la conscience non locale, l'âme du monde, ce que Platon met en place. Donc, nous avons terminé cette grande présentation. Vous voyez, j'ai essayé d'être aussi large que possible, tout en étant concis. C'est toujours difficile de le faire, mais j'essaye de le faire. Commentaires, bienvenue. Si vous avez des remarques, je vous écoute, il n'y a pas de problème pour ça. Venez sur le Discord pour échanger comme d'habitude. Si ça vous intéresse à aller plus loin, il y a le nouveau groupe Platon qui commence dès janvier 2026, fin janvier. Les inscriptions sont ouvertes, c'est présent sous la vidéo. Regardez le programme, regardez tout ce qu'il y a déjà. Donc, mettez des pouces si vous avez aimé également. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.